abonnement, qui est plus exactement une offre cadeau. Vous pouvez offrir et vous pouvez vous offrir Mediapart avec des prix très attrayants, 3 mois 25 €, 6 mois 50 €, 1 an 75 €. Voilà, plutôt que de courir les magasins, vous pouvez souscrire à ces abonnements cadeaux. Pour cela, ils sont en présentation sur la page d'accueil de notre site. Et puis, vous pouvez également directement saisir l'URL mediapart.fr/KDO et vous trouverez ces offres de cadeaux à offrir ou à vous offrir. Et puis, vous contribuerez ainsi à la construction de notre journal 100% sans publicité et 100% indépendant. Alors, cette page commerciale tournée, nous en venons à la première séquence de retour sur nos enquêtes qu'on va consacrer ce soir à l'événement politique de la semaine. L'événement politique de la semaine, c'est les élections en Corse, avec une victoire très très large de ce qu'il est convenu d'appeler le camp nationaliste, une liste de coalition qui s'appelle en français Pour la Corse et qui, au deuxième tour des élections, dimanche dernier, a très largement emporté avec 56,5% des voix. Une très large majorité donc pour cette coalition qui avait déjà emporté les élections régionales en décembre 2015, coalition conduite par Gilles Simeoni et par Jean-Guy Talamoni, que nous recevons ce soir. Bonsoir, Monsieur Talamoni. Bonsoir. On va vous interroger avec Hélène Salvi, qui connaît bien la Corse et qui a écrit bon nombre d'articles dans Mediapart sur la Corse. Monsieur Talamoni, vous avez 57 ans, vous êtes avocat, vous êtes élu en Corse depuis 1992. Vous êtes également historien, vous avez écrit pas mal de livres. J'ai lu que vous allez publier en février chez Gallimard un livre de correspondance également. Et vous êtes la figure du camp indépendantiste, à la différence de Gilles Simeoni, qui, lui, représente le camp autonomiste. Alors, vous nous expliquerez comment vous arrivez à cohabiter au sein d'une même coalition. Avant de commencer à examiner ce scrutin corse et ce qu'il signifie, juste une question. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé en Catalogne et ce qui va se passer encore le 21 ou le 22 décembre avec un nouveau vote a pu peser dans la dynamique électorale corse, c'est-à-dire le poids des indépendantistes catalans, l'affrontement avec Madrid? Est-ce que tout ça a eu un phénomène d'écho en Corse ou pas du tout? Non, je ne crois pas. En fait, nous ne sommes pas du tout dans la situation de la Catalogne, même si nous avons des relations amicales et politiques avec les indépendantistes catalans depuis des dizaines d'années. Donc nous suivons de près l'évolution de leur situation. J'étais moi-même le 1er octobre pour le scrutin d'indépendance, j'étais à Barcelone. Mais nous savons bien que nous ne sommes pas dans la même situation. Nous avons beaucoup de retard à cet égard sur la Catalogne en termes institutionnels, puisque la Catalogne a un statut avec de larges pouvoirs depuis des années, et sur le plan économique également, dans la mesure où la Catalogne est une région d'Europe prospère et que la Corse, aujourd'hui, ne l'est pas. Elle a de fortes potentialités, mais elle a été appauvrie par les politiques qui ont été menées. Par conséquent, nous savons très bien que si nous proposions un scrutin sur l'indépendance dimanche prochain, il n'y aurait pas une majorité pour aller vers l'indépendance. Je crois que les peuples ont besoin aussi donc d'être assurés d'une certaine stabilité sur le plan matériel pour choisir librement leur destin. Et les Corses ne sont pas assurés de cette stabilité à l'heure où nous parlons. On voit bien l'importance des questions économiques dans le vote catalan ou dans le vote écossais. Donc aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Nous avons, entre les deux courants du nationalisme, indépendantiste et autonomiste, un accord de mandature, puisque nous gouvernons ensemble les affaires publiques, et cet accord de mandature, pour les 10 ans, ne comporte pas de scrutin d'indépendance. Voilà, alors on va détailler après, ça. On verra. Expliquez-nous, puisque ces élections interviennent finalement 2 ans seulement après les élections régionales, et ce sont des élections qu'on a appelées pour la collectivité territoriale unique, qui est une nouvelle institution qui regroupe l'Assemblée déjà existante et surtout les 2 départements. Et là, il y a une nouvelle institution qui est créée, qui va couvrir toute la Corse, qui va être, si j'ai bien compris, une puissance, une force de frappe quand même assez considérable. J'ai lu, par exemple, que ça allait peser 5000 fonctionnaires, par exemple.
En termes de budget, c'est... 1,3 milliard. D'accord. Donc, hein, oui, c'est conséquent à l'échelle de la Corse. Voilà. Bien sûr. Et l'institution, c'est en tous les cas ce qu'expliquait Édouard Philippe, le Premier ministre, hier lors d'une question à l'Assemblée, l'institution la plus décentralisée de France. Donc bénéficiant de pouvoirs plus importants aujourd'hui que n'ont les régions, les différentes régions. Oui, nous avons plus de compétences que les régions. Nous ne sommes Ouais. pas une région, nous sommes une collectivité sui generis. Nous n'avons pas tous les pouvoirs que peuvent avoir les institutions polynésiennes ou calédoniennes. Nous sommes dans une situation un petit peu intermédiaire, mais je crois que ce qu'il nous manque, et ça c'est essentiel, c'est d'avoir le pouvoir législatif de manière à pouvoir actionner les leviers dont nous avons besoin en matière économique, sociale, culturelle, en matière d'aménagement du territoire. Nous rencontrons souvent des obstacles de nature juridique. Et nous demandons donc le pouvoir législatif de plein droit dans ces Donc ça, c'est ce nouveau statut que vous demandez d'ores et déjà, C'est ça. en estimant d'ores et déjà que cette nouvelle collectivité territoriale unique ne suffit pas dans ses compétences et qu'il faut élargir ça. Tout à fait. Hélène. D'abord, une question. Est-ce que vous étiez président de l'Assemblée territoriale depuis 2015 ? Est-ce que là, vous briguez de nouveau la présidence ? C'est ce qui est convenu avec notre majorité territoriale, oui, le maintien en fonction des deux présidents actuels. D'accord. Donc vous, à la collectivité territoriale à unique, à l'Assemblée, et Gilles Siméon au Conseil exécutif. au Conseil exécutif. Pour rebondir sur la question de François Bonnet, hier justement à l'Assemblée nationale, répondant à une question sur le résultat du scrutin en Corse, le Premier ministre a indiqué que des initiatives pourraient être prises pour accorder une forme d'autorité à certaines collectivités et que, auquel cas, la collectivité territoriale unique en Corse pourrait être une forme de laboratoire. Mais pour autant, il a précisé que tout ça devait être fait dans le cadre constitutionnel. Or, il y a un certain nombre de revendications que vous défendez depuis des années, avant même d'ailleurs votre élection en 2015, qui avait été votée par l'Assemblée territoriale, par les précédentes majorités, qui ne peuvent pas avoir lieu sans une modification de la Constitution. C'est des choses que vous défendez depuis des années dans, on ne va pas se mentir, l'indifférence générale, en tout cas parisienne. Comment vous allez faire aujourd'hui ? Est-ce que vous avez un poids politique et est-ce qu'il vous semble, vous pensez avoir un poids politique renforcé et plus important pour peser sur Paris, et quel rapport de force vous voulez établir, si vous voulez établir un rapport de force avec eux ? Alors, d'abord sur la question constitutionnelle, elle est essentielle. Hein. Je rappelle que la demande de révision constitutionnelle pour créer un dispositif spécialement pour la Corse a été demandée avant notre élection, avant que nous prenions le pouvoir en 2015, sous notre impulsion, certes, mais cela fait partie de tout ce qui avait été voté lors de la précédente mandature par une majorité qui n'était pas nationaliste. Elle a été votée à une majorité écrasante, la demande de révision constitutionnelle, y compris par les élus de gauche, y compris par les élus, les républicains. Donc aujourd'hui, en Corse, cette question fait l'objet d'un consensus. Et nous allons évidemment demander à Paris de prendre en compte cette demande pour laquelle nous sommes doublement mandatés, comme sur d'autres questions d'ailleurs, c'est-à-dire mandaté par l'Assemblée de Corse avant même que nous ne prenions le pouvoir, et mandaté bien sûr par 3 scrutins successifs depuis 2015. Alors, par ailleurs, et c'est quand même intéressant de le souligner, M. Macron, lorsqu'il était en campagne électorale en Corse, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, nous avons discuté pendant une demi-heure, il ne s'est engagé à rien, l'entretien était courtois, mais ça ne nous a pas avancé beaucoup, il a écouté peut-être, mais lors de ce voyage, il a quand même dit, dans son discours de Fouriagne, qu'il n'écartait pas, et il l'a dit de manière explicite, qu'il n'écartait pas la révision constitutionnelle. Donc aujourd'hui, ce qui est dit par certains membres du gouvernement est en contradiction formelle avec ce qu'avait dit le candidat Macron. Nous espérons que la raison finira par triompher parce que ce qu'on comprend quand même de la réponse d'Édouard Philippe hier, c'est un petit peu, il est urgent d'attendre, construisons déjà cette nouvelle collectivité territoriale et puis après on verra. Oui, mais seulement le temps continue à courir. Est-ce que par exemple vous l'avez rencontré, vous, depuis sa nomination à Matignon ?
Édouard Philippe, nous ne l'avons pas rencontré personnellement, Gilles Siméon et moi-même. Mais le ministre de l'Intérieur en charge des collectivités locales. Le ministre de l'Intérieur, oui, à plusieurs reprises. Hein, notamment lorsqu'il y a eu les incendies l'été dernier. Non, le ministre de l'Intérieur, nous l'avons rencontré. Nous avons rencontré d'autres ministres. Mais le problème, c'est pas de rencontrer des ministres. Le problème, c'est ce dont on discute. C'est l'ordre du jour. Voilà, c'est l'ordre du jour. Je veux dire, nous ne sommes pas pressés de rencontrer M. Édouard Philippe ou M. Macron ou quel que soit le ministre que l'on nous mettra en face. C'est pas ça qui est important. Ni même l'identité de ce ministre, M. Corse, Mme Corse. Ce qui est important, c'est ce qu'il va y avoir à l'ordre du jour. Et pour l'instant, les premiers signaux que nous avons ne semblent pas indiquer que le gouvernement et le chef de l'État aient bien compris ce qui s'est passé en Corse il y a quelques jours. C'est un véritable séisme. Les Corses ont affirmé à une majorité écrasante ce qu'ils voulaient, parce que quand même, il faut quand même être un peu logique. Les Corses ont voté à 3 reprises pour des candidats qui étaient des candidats nationalistes, uniquement nationalistes, des listes composées que de nationalistes. Donc 2015, voilà. Les législatives, c'est ça, où vous emportez 3 sièges sur 4 C'est ça, 3 sièges sur 4. Et à 13 voix près, je pense que nous prenions le 4e à Ajaccio. Mais voilà, parce qu'au second tour, je pense que cela n'aurait pas été très difficile. Bon, ça veut dire quelque chose. Là, ce qui s'est passé encore dimanche dernier, les Corses qui votent pour des nationalistes, soit les Corses ne savent pas le sens des mots, soit ils disent que la Corse est une nation. Une nation, elle existe par une volonté politique commune. Hein. Bon, la fameuse la citation de Renan, le plébiscite de tous les jours. Là, le plébiscite de tous les jours, il a été quand même confirmé formellement par 3 élections en 2 ans. Bon, et si la Corse est une nation, il faut avoir une discussion de nature politique et non pas technique et surtout pas administrative. Là, ce qu'on sent de la part de nos futurs interlocuteurs, c'est une volonté de réduire ce qui s'est passé à un vote qui pourrait s'assimiler à un vote de conseil régional. Non, on n'en est vraiment pas là en Corse, et je crois que s'ils font cette erreur d'appréciation, je pense qu'on ne sera pas bien parti. Nous espérons que la raison finira par triompher. Bon, nous allons discuter. Nous ne faisons pas de procès d'intention. Madame Gouraud, très bien, ils ont des images, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Si j'ai bien compris, depuis 2015, il n'y avait pas eu de discussion d'engager, en particulier avec le gouvernement Valls. J'ai retrouvé des citations ici de Manuel Valls qui excluait en gros toute discussion. La Corse est dans la France et dans la République, et aucun discours en Corse ou en français. En Corse, parce qu'il faisait allusion à votre discours en décembre 2015 que vous aviez prononcé en langue corse. Comme tous les discours qui ont suivi, c'est-à-dire un par mois depuis 2 ans. Qui ensuite, bon, aucun discours ne pourra remettre en cause ce lien. Bon, donc porte fermée à double tour par Manuel Valls. Oui, ce qui ne les a pas empêchés de nous recevoir abondamment, peut-être même trop d'ailleurs, pour le résultat obtenu, parce que nous avons rencontré M. Valls, nous avons rencontré M. Hollande, et nous les avons reçus tous les deux à l'Assemblée de Corse. Et donc, nous les avons, à volontiers d'ailleurs, de manière très courtoise, mais ça ne nous a pas fait avancer. Nous avons reçu une ribambelle de ministres à l'Assemblée de Corse, mais nous n'avons parlé à 2 exceptions près que de questions extrêmement techniques. Je dis à 2 exceptions près parce qu'il y avait quand même la collectivité unique, c'est-à-dire la fusion des 2 conseils départementaux et de la collectivité territoriale de Corse. Ça, c'est vrai que c'était quand même relativement important, même si ça ne nous donne pas davantage de compétences. La Corse n'a pas davantage de compétences. Simplement, les compétences des 3 collectivités sont réunies, mais nous n'avons pas de compétences en plus. Bon, c'est important. Et puis après, il y a la question de la fiscalité du patrimoine. Nous avons obtenu 10 ans de répit, mais ce n'est pas non plus une solution définitive. Donc voilà, à part ça, nous n'avons avancé sur aucun des dossiers importants, aucune des questions pour lesquelles nous avons été mandatés par les Corses, et il est temps de s'asseoir autour de la table et de parler de ces questions. Hélène. Parmi vos revendications, donc il y a cette revendication, j'allais dire première, celle d'une autonomie de plein droit et de plein exercice. Je voulais revenir 2 secondes sur justement ce qui vous différencie de Gilles Siméon. C'est-à-dire, lui est autonomiste, vous êtes indépendantiste depuis des années. Or, en 2015, au premier tour, quand vous n'aviez pas encore fait cette coalition du second tour, votre liste, à vous, avait 8%. 7,7, je crois. Oui, en tout cas, environ 8%. Bon, là, il y avait une autre liste nationaliste, indépendantiste, un peu plus sur des positions plus radicales que celle de Pella Corsica, qui... En fait, non, mais ça ne fait rien. Bon, mais qui a fait aux alentours de 6%, ou quelque chose comme ça. Ma question est,
Quand vous faites environ 8% en 2015 et que la liste de Gilles Simeone fait 17 et quelques la même année, qu'est-ce que représente aujourd'hui, qu'est-ce que pèse réellement le mouvement indépendantiste à vos yeux en Corse? Écoutez, c'est très difficile à évaluer. Ce qu'il y a de certain, c'est que les deux courants qui participent à la majorité ont progressé considérablement l'un et l'autre. Alors, dans quelle proportion, sur le plan interne, c'est très difficile à dire, mais nous savons que nous avons beaucoup plus de soutien, de militants, de Corses qui reçoivent bien notre discours et qui nous soutiennent et qui le montrent. Donc, qu'il y ait aussi une liste en dehors de notre majorité indépendantiste, c'est très bien. Plus radical, je ne crois pas, dans la mesure où... Je parlais radical en termes d'indépendance, autonomie. Même moins, je pense, parce que s'agissant... bon, c'est une manière de parler, mais la liste dont vous parlez indique qu'il devrait y avoir un scrutin d'indépendance en 2032. Très bien, pourquoi pas. Mais en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas à une échéance aussi lointaine. Nous disons, passé les 10 ans de notre contrat de mandature, on pourra en parler. Bien sûr, cela dépendra de l'état d'esprit de l'opinion corse, des Corses. Si j'ai bien compris... C'est bien avant 2032 pour nous que l'on pourra commencer à réfléchir, à organiser un référendum. Pour vous, Corsica Libera, pas pour Corsica Libera, oui, bien sûr. L'autre courant du nationalisme est autonomiste. Et nos positions sont parfaitement compatibles pour la raison suivante, c'est que nous sommes les uns et les autres des démocrates et que nous faisons pleinement confiance au suffrage universel. Ça veut dire que, Gilles l'a dit de manière claire et explicite, si dans 10 ans ou dans 15 ans, les Corses veulent être indépendants et le manifestent par le scrutin, il n'y a personne qui pourra s'y opposer. Et moi, je dirais de manière parallèle que si dans 10 ans, dans 15 ans, les Corses ne veulent pas être indépendants, personne ne pourra leur imposer. Mais si j'ai bien compris, cette question est mise entre parenthèses pendant 10 ans. Parce que vous dites 3 ans la négociation d'un nouveau statut, 7 ans l'application de ce nouveau statut, on mesure ses effets, etc. Et puis après, éventuellement... Mais chacun sait que de toute façon, l'indépendance ne serait pas votée majoritairement par... C'est d'ailleurs ce qui conduit le groupe nationaliste dont vous parlez, Ourino, de prévoir un référendum à 2032. Bon, nous n'allons pas si loin, nous disons, bon, faisons... Nous, d'abord, nous voulons enrichir matériellement la Corse. Alors, d'abord parce que c'est une nécessité absolue, un pays béni des dieux dans lequel on voit s'installer aujourd'hui des cas de pauvreté, de précarité. Donc nous luttons aujourd'hui avec toutes nos forces et les moyens que nous avons et les leviers insuffisants que nous avons contre la précarité et la pauvreté. Nous avons fait un plan pour le développement économique, statut fiscal et social, le charte en faveur de l'emploi local. Nous travaillons beaucoup sur ces questions sociales qui sont tout à fait essentielles. Dans 10 ans, nous avons la faiblesse de penser que notre projet aura enrichi la Corse sur le plan matériel et donc donner une certaine liberté à l'électeur corse aussi. Dans vos revendications, l'une des plus sensibles, c'est celle de l'amnistie de ce que vous appelez les prisonniers politiques. Et vous l'avez répété tous ces jours derniers, l'amnistie demeure pour nous notre demande fondamentale. Je rappelle juste cette phrase de Valls, toujours lui, puisqu'il a été quand même Premier ministre de François Hollande, il ne l'est plus, mais justement, ça sera intéressant de voir les phrases d'Édouard Philippe. Et Valls qui disait l'amnistie des prisonniers politiques, premièrement, il n'y a pas de prisonniers politiques, donc deuxièmement, il n'y a pas d'amnistie. Et expliquez-nous, pour vous, ce que c'est que les prisonniers politiques corses. Bon, alors ce que M. Valls disait, puisque bon, ce qu'il dit aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit très audible. À travers lui, vous voyez bien qu'on entend la parole de tout un certain nombre de responsables politiques français. Enfin, ça demande à être vérifié. Je me permettais de le citer. Ça demande à être vérifié. Christophe Castaner a dit la même chose, qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Je crois que ça n'est pas un grand spécialiste de la Corse. Il l'a montré lors de ses interventions. J'ose espérer que M. Macron sera plus réfléchi lorsqu'il aura à prendre la décision, car en définitive, il y a fort à parier que ce sera lui qui prendra la décision s'agissant de la Corse, et ce sera une décision lourde de conséquences dans tous les cas de figure. Donc, s'agissant des prisonniers, le fait de nier qu'ils sont politiques, c'est grotesque. Pourquoi ? D'abord parce que l'administration française elle-même reconnaît la mouvance nationaliste corse pour lui appliquer un régime plus défavorable. Bon, ça, c'est les conditions carcérales. Donc, venir nous dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, oui, quand c'est pour les mettre dans des situations plus défavorables, à ce moment-là, ils sont nationalistes. Bien, ça, c'est pour commencer. Ensuite, le fait de nier le caractère politique des actes pour lesquels ils sont poursuivis ou condamnés, je veux dire, ça aussi, ça n'est pas sérieux. Ensuite, je rappelle quand même que les précédentes lois d'amnistie ont fait référence clairement
et ça c'est du droit français, on fait référence clairement aux délits et crimes commis en relation avec la détermination du statut de la Corse. En gros, c'était ça. Bon, donc je veux dire que... Oui, il y en a eu de précédentes, c'est ça oui, qu'il non, faut- non, mais d'accord, mais de dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, alors que, bien entendu, à cet égard, le droit n'a pas changé. Donc, c'est une position, c'est une posture, non pas une position, mais une posture intenable, et de toute façon qui ne fera pas avancer les relations entre la Corse et la France. Et il est bon que M. Valls ne soit plus en situation de dire ce genre de bêtises, même si par ailleurs, nous l'avons reçu, et il a dit peut-être de temps en temps aussi des choses plus positives. Mais enfin... aujourd'hui, nous avons un autre gouvernement. La proposition d'amnistie couvre par exemple la situation d'Yvan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, et que là, on rentre dans de l'ultra-sensible par rapport aux opinions publiques. C'est très sensible, mais nous le savons très bien. Nous, notre position en tant que majorité, c'est évidemment que l'amnistie s'applique à tous les prisonniers recherchés pour des faits politiques. Et il ne peut pas en être autrement. Mais lorsque l'on voit que la France, au XXe siècle, a eu recours à plusieurs reprises à l'amnistie pour des faits extrêmement graves après la guerre, vous savez bien ce qui s'est passé, la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il fallait réconcilier le peuple français avec lui-même. Bien. Après la guerre d'Algérie, là aussi, il y a eu des crimes épouvantables. À la fin des années 60, il n'y avait plus personne en prison. On le sait très bien. Donc, il y a eu, effectivement... La Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie et la Après, Corse. oui. La Nouvelle-Calédonie, la Corse aussi. Donc, aujourd'hui, en droit français, l'amnistie, c'est une réalité à laquelle on a recours, hein, une procédure à laquelle on a recours de manière régulière. En tout cas, c'est ce qui s'est passé au XXe siècle assez fréquemment. À l'échelle planétaire, lorsqu'un conflit comme celui qu'a connu la Corse est terminé, et en Corse, il est terminé sous cette forme, depuis la décision du FLNC en 2014, de sortie de la clandestinité. Eh bien, évidemment, à ce stade-là, il faut tourner la page. Et nous, évidemment, pour nous, cette question est centrale, parce que nous ne pouvons pas accepter que ceux qui ont payé le prix le plus fort, nos amis qui sont en prison, de l'autre côté de la mer ou même en Corse, qui ne soient pas inclus dans une solution politique. Pour nous, ça n'est pas envisageable. Hélène. Pour continuer dans le registre FLNC et justice, il y a un nom, et vous n'êtes pas sans le savoir, qui est beaucoup revenu pendant la campagne, celui de Charles Pieri, qui était l'ancien responsable du FLNC, dont vous avez été l'avocat, et qui a, pour recontextualiser juste un petit peu pour les spectateurs qui ne connaissent pas, été condamné en 2005 pour tout un tas de motifs. Pour des faits politiques. Je vais juste nommer en droit français pourquoi il a été condamné. Abus de biens sociaux, recel, complicité, extorsion de fonds en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme et financement d'une entreprise terroriste. Mais Ça, c'est le droit français pour lequel il a été condamné. Le droit français appelle ça terrorisme, oui, bien Bon. sûr. Or, donc, Charles Pieri, qui n'est élu nulle part, qui est un simple militant, d'après ce que je comprends, de Corsica Libera, on l'a aperçu à plusieurs réunions militantes pendant la campagne. On l'a aperçu également dans les couloirs de l'Assemblée. Et vous le savez, j'en suis certaine, il y a eu beaucoup de rumeurs autour de Charles Pieri. Alors, on sait que la Corse, c'est le pays de la rumeur, mais tout de même, ce soir, est-ce que vous pouvez nous dire si Charles Pieri a joué un rôle dans cette campagne, et si oui, lequel? Charles Pieri, comme tous les militants nationalistes des deux courants, a donné son avis. Et en tant que militant ancien, il a donné son avis, comme d'ailleurs tous les militants anciens de Femagourse, qui sont aujourd'hui à Femagourse ou qui sont à Corsica Libera, comme Charles Pieri, les uns et les autres, dans un moment aussi important pour le mouvement national, c'est-à-dire le moment où l'union avait porté ses fruits de manière magnifique à l'occasion des élections législatives. La question se posait simplement de savoir si nous allions aller au premier tour avec deux listes ou avec une seule liste. Et il était entendu qu'au deuxième tour, nous serions unis. Il n'était pas question de remettre en cause l'union. Mais c'était une question très importante qui aurait pu déstabiliser... De se compter, quoi. Pardon ? Que chacun se compte. Oui, mais ça aurait évidemment... Et c'était le point de vue de Corsica Libera à l'unanimité, et c'était le point de vue aussi de très nombreux militants de Peragoursiga et de très nombreux cadres de Peragoursiga. Nous avions peur de déstabiliser cette dynamique, de la remettre en cause alors qu'elle avait porté ses fruits. Et ce que je peux vous dire, c'est que tous les militants anciens donc des deux courants, et là vraiment
tous ceux qui ont joué un rôle par le passé sont intervenus pour donner leur point de vue, certains même par écrit. Ils sont tous intervenus en faveur de l'union au premier tour. Voilà. Mais c'était très important parce que je crois que tous ceux qui sont attachés, alors il y a les calculs électoralistes et qui peuvent même être légitimes. Je veux dire, on pouvait très bien, il y avait des militants et même des cadres de Femagour qui disaient oui, mais on n'aura pas la dynamique de second tour qu'on a eu en 2015 si on est déjà unis au premier tour. Donc c'était un calcul, c'était de la stratégie électorale. Pourquoi pas? Mais nous pensions vraiment tous, je dirais à Corsica Libre, qu'il fallait surtout maintenir, parce que en plus, les militants venaient de faire ensemble une campagne électorale. Voilà, une campagne électorale, ça crée des liens humains et tout. Ils n'avaient pas envie de se séparer pour le premier tour. Donc, il y a eu à ce moment-là, et je l'ai dit. Il a simplement donné son avis. Il a donné son avis comme un militant ancien dont la parole est entendue. D'accord, il n'a pas joué d'autre rôle, aucun autre rôle dans la campagne. Plus stratège, plus j'en sais rien. Mais je crois que de donner son avis dans un mouvement politique, c'est très important. Et Charles Pire est une personnalité du mouvement dont la parole est entendue. Voilà. Bien, autre question. Alors là, on passe du tout au tout. Ça va être la dernière question. C'est la dernière question, promis. On passe à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même eu des mots assez durs vous concernant après ce qu'on a appelé communément les événements des Jardins de l'Empereur, c'est-à-dire... Je rappelle en 2 secondes, un camion de pompiers à Noël caillassé dans un quartier populaire sur les hauteurs d'Ajaccio, et derrière des manifestations où on a entendu des slogans racistes, etc., un kebab et une salle de prière qui avait été saccagée. Ça, c'était des événements des Jardins de l'Empereur. À ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon avait fait tout un billet de blog dans lequel il avait parlé de votre discours inaugural à l'Assemblée de Corse, et il avait parlé à ce moment-là d'ivresse ethniciste vous concernant. Par ailleurs, il a toujours eu, on le sait, des positions très franches en faveur de ce qu'il appelle l'unité et l'indivisibilité de la République. C'est un jacobin. C'est un jacobin. Ce pourquoi il s'était notamment farouchement opposé à la Charte des langues régionales et minoritaires en 2015, etc., etc. Or, surprise, avant le premier tour, il vous apporte son soutien. Comment vous avez-vous réceptionné ce soutien pour le moins inattendu? Écoutez, ce n'était pas la première de nos préoccupations, hein, il faut le dire. Hein, je dis ça de manière pas du tout à donner l'impression de mépriser qui que ce soit, et surtout pas M. Mélenchon, qui est un animateur important de la vie politique française, mais nous savions qu'il était très opposé aux idées que nous défendions. Et sans doute a-t-il compris que nous n'étions pas ce qu'il pensait au départ. Et c'est ce que nous voulons croire, en tout cas. Alors on sait aussi qu'il a eu un petit désaccord avec ses troupes en Corse. Oui. Voilà. Mais enfin, voilà, un tout soutien est bon à prendre. Monsieur Mélenchon, ce qu'il a dit, il faut prendre en compte ce qui se passe. Il se passe des choses en Corse, c'est vrai. Ben, ça, je crois que c'est quand même l'éveil de l'intelligence pour les responsables politiques parisiens, de se rendre compte qu'il se passe quelque chose en Corse depuis 2015. Malheureusement, les signaux que nous avons ces derniers jours ne vont pas tellement en ce sens que s'agissant du gouvernement, mais encore une fois, nous ne sommes pas au moment où les choses sont fixées définitivement. Je suis persuadé que la raison va s'imposer. Mais s'agissant de M. Mélenchon, il avait des positions sur la question linguistique, par exemple, extrêmement fermées, c'est vrai. Hein, mais je crois qu'il n'est pas le seul. S'agissant, par exemple, de la question linguistique, les 3/4, pour ne pas dire davantage, des responsables politiques parisiens sont sur des positions intenables au regard de tout ce qui se passe en Europe. Vous voyez, lorsque vous parlez de ce discours, moi j'avais fait mon discours inaugural d'investiture en Corse, ce qui était la moindre des choses, président indépendantiste corse qui s'adresse à des élus corses et à la société corse, qui parle corse, ça me paraissait normal. D'ailleurs, en Corse, ça n'a choqué personne. L'opposition... Oui, mais l'opposition de droite ou de gauche en Corse a trouvé ça tout à fait normal. Bon, bien. Mais vous prenez par exemple la Catalogne, on parlait de la Catalogne. Madrid, actuellement, n'est pas tellement bien disposé à l'égard de Barcelone. Mais enfin, quand même, ils ne contestent pas aux Catalans le droit de parler le catalan dans leur Parlement. Donc, il y a quand même une question linguistique qui est vue de manière différente en France. Cela remonte à la Révolution française, l'abbé Grégoire, Barrère et compagnie. Et c'est la même idéologie qui a été maintenue dans la classe politique, dans la préfectorale. Et cette idéologie, aujourd'hui, elle est en désaccord
totale avec ce qui se passe ailleurs en Europe. Donc, oui, c'était un peu surprenant, mais en même temps, c'est pas ça qui va nous empêcher de parler corse. J'ai continué, évidemment, à faire mes discours en langue corse, et personne ne me l'a reproché en Corse. Très bien. Jean-Guy Talamoni, merci beaucoup d'être venu à Mediapart et de nous avoir expliqué les clés de ce succès. Merci Hélène.